Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour. Bonjour Perrine. Bonjour Perrine. Eh bien, c'est la 3e édition de Wogitech. On se retrouve en direct, live sur Vivatech. C'est incroyable, ça fait 3 ans déjà. J'aimerais vraiment partager avec les auditeurs de Canary Call finalement toutes vos bonnes pratiques pour réussir à faire durer un mouvement, à l'autonomiser sur toutes ces années. Et puis aussi comprendre quelle est la suite que vous imaginez. Est-ce que je peux vous demander quand même de vous présenter rapidement pour commencer ? Solène ? Alors donc moi je suis Solène Boquillon-Le Goisiou, je suis la fondatrice et CEO d'une start-up qui s'appelle SoftKids qui permet aux enfants de développer leurs soft skills à la maison et à l'école du CP à la 3e. Donc ça c'est ma première casquette. La deuxième c'est que je suis aussi business angel avec, j'aime bien le préciser, une thèse d'investissement où je n'investis que dans des entreprises où il y a au moins 50% du capital qui est détenu par une femme. Et la dernière casquette, celle pour laquelle je suis ici, c'est que je suis secrétaire générale du Do Tank Digital Ladies Analyze et donc membre cofondatrice du collectif Women and Girls in Tech. Merci. Sandrine, tu es l'épisode numéro 2 du podcast Canary Call. Ravie de suivre tes aventures. Est-ce que tu peux te représenter rapidement ? Alors Sandrine Delage, en fait moi je suis collaboratrice BNP Paribas, je suis responsable d'un pôle qui s'appelle Changemakers et Prospective et mon job c'est de faire en sorte que les collaborateurs, donc en fait les personnes on va dire du terrain, se saisissent des transformations, en particulier à impact et donc j'ai lancé un programme d'entrepreneuriat à impact qui s'appelle le People's Lab for Good. Mais je suis intrapreneur moi-même, je crois que c'est l'esprit, Solène parlait entrepreneuriat, moi c'est intrapreneuriat, mais c'est le même esprit. Et comme j'ai vu, c'est un engagement de 10 ans sur plus de mixité dans la tech, parce que étant moi-même dans la tech pendant 15 ans, informaticienne, j'ai vu le nombre de femmes diminuer et c'est dramatique. Voilà, c'est d'où mon engagement. Et du coup, j'embarque mon entreprise. On s'embarque aussi avec une association dont on parlera aussi, Digital Ladies Analyze, et puis Frédéric Bardot de Saint-Plon, qui est une école du numérique pour ceux qui sont loin de l'emploi et qui est complètement dédiée aussi à ce sujet avec des programmes pour les femmes pour qu'elles rejoignent ces métiers. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là aujourd'hui, parce que c'est vraiment la raison d'être du podcast Canary Call, de mettre en valeur et de pouvoir aussi vous mettre en position de transmettre à celles et ceux qui ont envie de changer, de faire bouger les lignes dans les entreprises et dans leurs entreprises. Et moi, je crois beaucoup effectivement en l'importance du rôle des intrapreneurs, des intrapreneuses. Et bravo, merci pour ce que tu fais, Sandrine. Et en même temps, il me semble que c'est complètement nécessaire qu'il y ait une vraie porosité avec tout un écosystème et des entrepreneurs à l'extérieur de l'entreprise. Donc, créer cette porosité et cette complicité, finalement, c'est chouette de vous sentir aussi complice dans cette démarche. Sandrine, pourquoi, quand et comment le mouvement Wogitech est-il né ? Alors, Wogitech, c'est Women and Girls in Tech. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'esprit du Do Tank Digital Ladies Analyze parce qu'en fait, l'esprit vient de ce collectif du départ. Donc, en fait, il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout de ce sujet. Et les femmes, et pas que les femmes, les hommes, sont retweetés sur Twitter en permanence en valorisant les actions des uns et des autres, sans se préoccuper de l'entreprise, est-ce qu'on est en compétition ou pas. Donc, en fait, que je sois de telle ou telle entreprise, on s'est soutenus mutuellement. Et tu pourrais compléter Solène, mais
Mais pour moi, ça a été une bienveillance extérieure pendant des années où j'étais un peu seule finalement dans mon entreprise. Et du coup, ça nous a permis vraiment de créer quelque chose. Donc, il y a un ADN particulier qui date depuis 10 ans de ce soutien. Je crois que tu parles de complicité, mais c'est ancré aussi dans des projets communs. Et Women Girls in Tech, c'est on crée des événements parce que pour nous, ce sont des moments émotionnels de transformation où on embarque les gens parce qu'on fait des choses ensemble. Et les événements, ça peut être un peu stressant. Et en fait, on voit tout de suite comment on s'entraide en permanence pour que ça fonctionne. Et c'est cet esprit solidaire qui est la base, en fait, du collectif, avec l'esprit aussi de Frédéric Bardot, qui est un pionnier, qui aime les choses, Voilà, on fait les choses sans des fois trop se poser de questions. On les fait parce qu'on sent qu'on doit les faire. Et ça, c'est une liberté dans ce collectif qui est assez extraordinaire. Je ne sais pas si tu as envie de parler, Solène, de cet esprit du collectif qui est quand même né de cet ADN. Oui, et puis j'ai envie de souligner aussi finalement ce que tu disais qui est important, ce sentiment de solitude qu'on peut avoir quand on porte des projets, quand on est révolté par quelque chose, quand on a envie de contribuer. Finalement, se sentir appartenir à une communauté et soutenu et reconnu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, c'est crucial pour tenir dans la durée en fait. Ouais. Donc c'est une ressource clé que vous apportez les unes les autres aussi dans vos démarches et dont je peux témoigner aussi. Merci les Digital Ladies and the Like qui toujours tweet, partage les initiatives des unes et des autres, dont la mienne, donc merci. Ouais, mais je pense que la jeunesse des Digital Ladies and the Like montre vraiment ce qu'on peut avoir de meilleur dans les réseaux sociaux. Parce qu'on a tendance à beaucoup critiquer les réseaux sociaux, mais moi, je sais qu'au début, quand je parlais de ma présence sur Twitter et de mon écosystème sur Twitter, je parlais d'un écosystème bienveillant sur lequel on partageait des informations et sur lequel dans lequel on s'entraidait. Et vraiment, je pense que c'est vraiment parti de là d'avoir un certain nombre d'hommes et de femmes qui se retrouvent au travers de sujets communs qui est le digital, qui est la mixité, qui est aussi l'action. Et en fait, ça a été tout naturellement qu'on est passé de l'étape à une communauté bienveillante d'entraide sur Twitter à une association, à un do tank et à ensuite le collectif qu'on connaît aujourd'hui. Ça s'est fait en plusieurs étapes, mais on a vraiment réussi à créer un ADN comme on pourrait le trouver dans une entreprise, en fait. Il y a une culture DLA, même si avec le Covid, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de membres actifs que ce qu'on a eu avant le Covid, mais je pense qu'il y a une fierté d'appartenance et une fierté à dire je suis DLA, j'ai fait partie des membres fondateurs des DLA. Donc DLA pour Digital Ladies and the Like, que tu connais aussi, toi, Perrine, puisqu'on s'est rencontrés grâce en fait à cette communauté qui est très vaste. Et l'autre ADN important pour moi, c'était cette idée qu'on pouvait faire des choses sans avoir de moyens. Donc en fait, le collectif, c'est j'ai des ressources en fait humaines ou j'ai des ressources. Je vais utiliser les ressources qui existent pour créer quelque chose ensemble. Donc par exemple, le programme Women Girls in Tech. On a créé un partenariat avec Vivatech. Il n'y a aucune contrepartie financière. C'est juste qu'on va avoir des places qui vont être données justement pour les bénéficiaires. Moi, je suis BNP Paribas. J'ai dit on pourrait utiliser le stand BNP Paribas. Et dans la suite, c'est ce qui a fait grandir aujourd'hui le collectif. C'est qu'il y a Air Liquide, L'Oréal, Manpower qui ont dit oui, je vais donner un espace. Et du coup, on a créé sur cette 3e édition un voyage qu'il n'y avait pas l'année dernière. Donc, en fait, on va voyager sur les stands en croisant les expertises. Et donc, on ne va pas seulement sur Air Liquide faire du Air Liquide, mais on va accueillir d'autres entreprises, des associations. Et on va créer une circularité, en fait, de ces moments. Donc, du coup, on a un programme sur 4 jours. Et ce voyage, c'est hyper important parce que pour moi, ça reflète le voyage dans la tech, dans les métiers de la tech. 44% des professionnels de la tech n'ont pas de background technique. Moi-même, j'ai changé de poste tous les 3 ans. La famille des métiers, c'est 100 métiers. Et donc, on peut commencer par un métier.
On peut être littéraire, commencer par community manager parce qu'on aime les réseaux sociaux. J'allais dire même pas que littéraire parce qu'on aime les réseaux sociaux. Les jeunes ont ces compétences professionnelles que l'on n'a pas. Et du coup, rentrer dans cette famille et voyager dans ces métiers. C'est cette idée du voyage qui est importante pour moi. Et alors Solène, quel est le programme cette année ? Le programme, il est dense, principalement grâce à l'équipe de Sandrine, hein, il faut le dire. On a reçu les premières invitations de brainstorming au mois d'octobre 2022. Donc, on a travaillé, là, on est passé en mode machine de guerre. Alors, il faut le dire, tous les ans, on s'améliore dans la manière d'organiser la proactivité. Et donc, on a fait d'abord beaucoup de brainstorming sur qu'est-ce qu'on voulait mettre en avant et aussi faire des choses un peu différentes. Essayer de ne pas rester toujours dans les faits, les constats. Parce qu'en fait, quand on parle de mixité dans la tech, on a tendance à s'arrêter aux faits. Sauf qu'on connaît les chiffres, on sait que ça ne va pas. Donc maintenant, il faut faire d'autres choses. Et donc, je pense qu'on était un peu drivé par l'envie, comment donner envie. Et comment montrer que c'est possible grâce à des rôles modèles et vraiment montrer qu'il y avait des actions et des belles actions qui permettaient d'avoir plus de femmes dans la tech. Donc en fait, on a un certain nombre de tables rondes, comme par exemple, on a parlé de comment mieux recruter des femmes dans la tech. On va parler de comment négocier son salaire dans la tech, mais on va aussi aller chercher, notamment samedi, des plus jeunes en invitant des gameuses qui sont championnes du monde dans des jeux vidéo à partager leur quotidien, leurs bonnes pratiques, à expliquer aussi bien comment est-ce qu'on peut jouer aux jeux vidéo dans un environnement sécurisé, comment se prémunir aussi du harcèlement, parce que c'est des choses qui arrivent, et voilà, et faire tout ce travail d'éducation, aussi bien d'un point de vue des entreprises, où en fait on va leur dire, voilà, il y a des bonnes pratiques, il faut les appliquer, et vous pouvez recruter plus de femmes, que d'un point de vue grand public, où on va montrer qu'il y a des leviers pour s'épanouir dans la tech. Et vous voyez une évolution en fait dans les prises de conscience, que finalement, dans ce que j'entends, vous étiez beaucoup sur la communication des diagnostics, des faits, vous alertiez pour qu'il y ait vraiment finalement une prise de conscience. Et aujourd'hui, vous avez envie d'inspirer en donnant des exemples, en partageant des rôles modèles, en donnant une envie d'agir. Vous voyez aussi une évolution dans le contexte par rapport à ça. Quel est votre retour ? Alors moi, du coup, quand même, le sujet, c'est concrètement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. D'ailleurs, la première table ronde, c'est toi qui avais proposé l'idée, Solène, c'est les tops et les flops. Donc en fait, c'est de parler des flops. Avec l'expérience maintenant de 4 ou 5 ans, on commence à voir les fausses bonnes idées. Et moi, au sein de BNP Paribas, j'ai créé une communauté aussi interne, Women and Girls in Tech, qui est un peu un laboratoire où, encore une fois, on relie les acteurs qui sont hyper isolés dans les entreprises, en fait. Tu vas trouver des personnes qui sont mobilisées dans le cadre de la diversité, de l'équipe diversité, dans le cadre de l'IT, dans l'engagement, RSE, puis aussi des managers, tout simplement. Et il faut relier ces personnes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des grains de sable partout. Et c'est pour moi la suite, c'est de non seulement donner envie aux jeunes filles, aux femmes de rejoindre ces métiers, mais c'est de permettre aux entreprises de mieux les accueillir, d'arrêter un petit peu le message de oser la tech. C'est pas aux femmes et aux jeunes filles d'oser la tech, c'est aux entreprises ou aux écoles de mieux les accueillir et qu'elles se sentent bien alors qu'elles sont quand même sous-représentées. Et donc, on a déjà identifié un certain nombre de points clés et qu'on a envie de partager dans une deuxième étape après Vivatech avec des entreprises qui veulent partager leurs tops et leurs flops ou des entreprises qui veulent commencer, à qui qu'on peut aider à accélérer. Mais encore une fois, j'aime bien le terme de bienveillance. Donc, on est dans un parler vrai, où il faut s'autoriser à parler vrai pour pouvoir lever tous ces grains de sable qui aujourd'hui ne donnent pas quand même la pleine puissance des actions sur ce sujet. Oui, parce qu'on parle finalement de greenwashing, mais on pourrait parler aussi de mixity washing. Oui, pareil, je pense que et c'est... en toute bonne volonté, c'est-à-dire tu penses que ça va marcher, mais en fait, ça ne marche pas. Mais comme on a souvent peur de parler de ce qui est... C'est pour ça que je disais, il y a les actions, mais il y a le côté émotionnel.
on se rend compte dans un des flops, c'est que la discrimination en France n'est pas autorisée. Donc, tu ne peux pas faire des programmes dédiés aux femmes. Sinon, il y a ce sentiment d'exclure les hommes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se disent « je veux y aller, mais je ne peux pas ». Donc, je vais réduire ou je vais essayer de faire peut-être de la parité, mais ça ne va pas être des espaces de sécurité. Comment je peux créer des espaces sécurisants où les femmes se retrouvent ? Bien, par exemple, en passant par les associations qui, elles, ont cette autorisation. Donc, en créant des ponts avec les associations qui, elles, ont des programmes dédiés pour les femmes, on arrive à faire cette passerelle et de pouvoir agir sur le terrain par les entreprises qui sinon ne pourraient pas le faire dans leur propre environnement en fait. Donc il y a énormément d'exemples qu'on doit pouvoir se partager. Et par rapport au mouvement Wobitech, Women and Girls in Tech, au départ, donc, c'était vraiment tiré par Digital Ladies and Allies et BNP Paribas qui a accueilli sur son stand. Et aujourd'hui, c'est plusieurs associations, plusieurs individus, plusieurs entreprises qui contribuent. Comment est-ce que c'est quoi la recette en fait magique pour passer de finalement je tire à je fais partie des wagons en fait? C'est je sais pas si vous en êtes encore là, exemple, mais on sent que c'est un peu la logique. Ouais, je pense qu'il y a un l'exemple et deux l'influence quand même. Je pense que le fait qu'on soit encore là, hier, on était le numéro 2 des trends sur Twitter en hashtag. Hashtag Wobitech, donc W-O-G-I et T-E-C-H. Voilà. Donc, on était le deuxième trend de Viva Technologies et du coup, les entreprises, on arrive mieux à les embarquer quand on fait de l'influence comme ça. Donc, il y a l'exemple, montrer que ça marche, montrer que les entreprises s'embarquent avec nous et que quand elles s'embarquent avec nous, ça marche. Et deux, continuer ce travail d'influence qu'on fait tout au long de l'année. Ultra professionnel, c'est intéressant de voir qu'on peut utiliser aussi l'influence et les réseaux sociaux, toujours dans cette même logique d'impact assez sérieux en fait. Et de l'influence à tous les niveaux. Enfin, je peux le dire, cette année, par exemple, on a été conviés pour coécrire le plaidoyer de la féminisation des métiers du numérique aux côtés de Femmes Numérique. Donc, ça veut dire qu'on a notre place pour apporter des solutions. Avec Sandrine, on a été auditionnés par le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes il y a 2 semaines. Donc, ce qui veut dire que nos actions aussi ont une portée auprès des pouvoirs publics et que les pouvoirs publics se disent tiens, eux, ce qu'ils font, c'est pas mal, on va quand même les écouter. Donc, il y a aussi tout ça qui fait que je pense ça bouge au sein de l'écosystème et qu'on est soutenu et que les gens ont envie de s'embarquer avec nous. Bravo, 3e année à Vivatech. Je commence un peu à vous connaître. J'imagine que vous avez encore plein d'idées derrière la tête et que vous en avez sous le pied. Concrètement, quelle est la prochaine étape ? Concrètement, ça va être justement un kick-off à la rentrée avec tous ceux qui se sont embarqués avec nous dans l'aventure pour travailler sur les points clés. Qu'est-ce qui est vraiment important pour justement faciliter l'accueil des femmes et des jeunes filles dans les entreprises et avec des ateliers de codev pour craquer un certain nombre des éléments. Je peux en donner, c'est un des éléments majeurs, c'est comment réussir l'équilibre vie perso, vie pro en entreprise, parce que ça commence comme ça. Le sexisme en entreprise, comment faire, comment accueillir tous les visages. Parce que quand on a l'entrée des femmes dans la tech, mais en fait, c'est l'entrée de toutes les diversités, c'est tous les âges, c'est toutes les cultures, c'est tous les backgrounds. Comment aider les étudiantes à ne pas décrocher. 23% des étudiantes dans les études STEM, donc sciences, technologies, mathématiques et mathématiques, en fait, il n'y en a que 23% qui continuent, elles se découragent. Au bout de 5 à 10 ans, les collaboratrices quittent les métiers de la tech. Donc, en fait, on a un certain nombre de sujets qu'on a identifiés, on en a une dizaine. Et vraiment, c'est concrètement comment lever ces grains de sable qui bloquent et sur lesquels même les plans d'action des entreprises qui sont les plus mobilisées n'arrivent pas, en fait, à passer à l'échelle. Solène, quelle est l'ambition ? Alors pour moi, il y a 2 niveaux d'ambition. Le premier, c'est vraiment essayer d'aller sur tous les territoires en France, parce qu'on est beaucoup sur l'écosystème parisien, même si on a des membres actifs à Bordeaux, Marseille et je dirais Lyon.
il y a vraiment essayer de faire des choses sur tout le territoire. On a vraiment un enjeu d'aller sur le grand public parce que on peut très vite se retrouver dans de l'entre-soi avec des gens qui sont déjà convaincus du problème. Et je pense qu'il va falloir à un moment s'assurer que le grand public comprenne qu'il y a un vrai enjeu de société derrière cette mixité dans la tech. C'est pas juste qu'on a envie d'avoir plus de femmes dans les métiers numériques. C'est pas ça l'enjeu. C'est que dans un monde où le numérique il est partout, on ne peut pas avoir des algorithmes qui sont faits par 90% d'hommes, où on se retrouve avec des femmes, comme je le dis souvent, qui ont moins de prêts, parce que l'algorithme a décrété que la femme, elle pourra moins emprunter d'argent. Ou alors, on le disait encore à une table ronde hier, des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont reconnaître l'infarctus de l'homme, mais pas celui de la femme. Et du coup, quand on fait la checklist et qu'on arrive à l'hôpital, on n'a pas vu que la femme elle avait un infarctus. Voilà, il y a vraiment des enjeux de société, de santé qui sont extrêmement importants. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on arrive à aller au-delà du grand public. Donc ça, c'est la première ambition. Et la deuxième ambition, c'est qu'on aimerait vraiment aussi aller à l'international. Parce que cet enjeu, il est vraiment important, notamment pour les pays occidentaux. Merci pour tout ce que vous portez et d'être là à Vivatech. On parle d'innovation, on parle de technologie et donc on parle d'enjeux humains, de solidarité, d'inclusion, de diversité grâce à vous. Et c'est important. Donc, beaucoup se disent « Mais qu'est-ce que tu fous à Vivatech pour faire un podcast ?» C'est pas du tout approprié comme environnement, mais en fait, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on se rend compte, c'est là qu'il y a l'énergie et qu'il est indispensable d'être, pour rappeler l'importance de ces enjeux-là. Donc, merci beaucoup. En 2023, quel est votre Canary Call, le message que vous avez envie de porter au plus grand nombre ? Peut-être l'appel aussi que vous avez envie de faire. Vous parliez de toucher le grand public. La parole est à vous. Moi, c'est une des actions que j'ai proposées justement pour le Haut Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, j'aimerais bien une semaine de la tech, mais des Women in Tech, qui soit nationale, qui soit en même temps dans les collèges et lycées et dans les entreprises, et qu'on croise en fait ces populations, que les jeunes puissent venir en porte ouverte dans les entreprises et que les collaborateurs, collaboratrices puissent venir dans les écoles aussi, pour créer toujours pareil, ces voyages entre générations et montrer à quel point il y a un métier qui est forcément fait pour vous, parce qu'il y a 100 métiers, ils sont tous créatifs. Et moi, j'aimerais bien ce croisement des mondes et cette énergie collective pour tous les âges. Moi, mon call to action, c'est sur l'investissement des femmes. Donc l'année dernière, il y a moins de 1% du montant des levées de fonds qui a été à des femmes fondatrices de start-up. Je trouve ça scandaleux. Et donc, il faut absolument que l'écosystème s'ouvre, comprenne qu'il faut aussi investir dans les femmes. Et aussi, mon call to action, c'est d'avoir plus de femmes qui investissent dans les femmes. Parce que on a des biais et donc les sujets portés par les femmes parlent plus aux femmes. Et c'est pour ça qu'il faut que les femmes se disent qu'il est temps aussi d'investir leur argent dans d'autres femmes. Voilà. Ouais, génial. Et peut-être aussi former les femmes à investir. Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas assez de femmes qui investissent, qui osent. Il y a un gros sujet. Bon, vivement l'année prochaine. Je suis sûre que vous aurez encore plein de choses à partager de vos avancées. Et on va suivre tout ça sur tous les réseaux de Canary Call. Donc, on suivra l'actualité et on partagera l'actualité de Wovitech à la rentrée aussi. Donc, Et merci Perrine d'être là depuis 3 ans. Donc merci de ta fidélité. C'est vraiment, c'est ce qui est le plus important pour nous, c'est cet ADN-là, cette communauté solide et solidaire. À chaque fois, j'ai du mal à venir à Vivatech. Je me dis, j'aime pas les salons, il y a plein de bruit, je déteste, c'est usant. Mais quand je parle avec vous, je me dis, ouais, super, c'est génial, bravo, merci. Heureusement que ce genre de moment existe pour créer toutes ces connexions. À bientôt. Merci Perrine d'être venue jusqu'à nous. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix
et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.